Voilà, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, mesdames et messieurs, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Et suivez notre regard, 30 avril 2025, le monde entier en ébullition. Comme jamais dans l'histoire, parce qu'on a osé ce qui ne devait pas être. Comme quelqu'un a su le dire, 1987 n'est pas 2025. Si vous nous aviez eu en 1987, le 15 octobre, mais maintenant, là, par les temps qui courent, la jeunesse africaine est plus qu'éveillée et suit attentivement, donc avec toute l'attention du monde, le déroulement de son combat. Hommage donc au président Ibrahim Traoré, hommage des panafricanistes du Congo-Brazzaville, au président Ibrahim Traoré, l'enfant sacré d'Afrique. Parce qu'il se passe des choses, tout le monde entier en ébullition, depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et même l'Océanie, pour qu'on ne touche pas à cet homme exceptionnel, à cet enfant plus que sacré. Pensée du jour, l'heure est grave. Touche pas à mon président. Sur ce plateau, pour parler de l'homme, Ibrahim Traoré, celui qui a fait lever comment on dit, comprenez notre émotion, tous les boucliers des panafricanistes du monde entier, lorsqu'on a tenté pour la 19e ou 20e fois à sa vie, pour parler de lui, nous aussi, nous avons des experts désormais. On entend seulement des experts sur les plateaux des autres. Mais ici, on a deux experts maison. Obambe Gakoso, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi Roch Nyanga, bonjour. Bonjour. Alors donc, hommage au président Ibrahim Traoré, nous allons essayer un tant soit peu d'ouvrir les yeux des Africains parce que, Roch Nyanga, vous le savez très bien que autant la Bible dit « mon peuple périt faute de connaissance », autant à l'école on nous avait dit « l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter », autant il y a encore malheureusement d'Africains aujourd'hui qui ne savent pas ce qui se passe, combien même l'heure est grave et que l'Afrique est en danger. Oui, c'est un phénomène un peu regrettable, c'est grave d'ailleurs, parce que quand quelqu'un ignore qu'il y a danger dans sa maison, il s'attend à quoi? Sa disparition. Évidemment. Donc en réalité, les Africains doivent être réveillés sur tout le plan. Nous ne devons pas seulement lire le Coran et la Bible. Vraiment. Mais nous devons... passer tout notre temps seulement à l'église. Bien sûr. Et nous devons être aussi... Ou à la mosquée. Nous devons être aussi éveillés sur les injonctions qui viennent d'ailleurs, dans toutes les formes possibles. Et les Africains ne doivent pas, Obambe Gakoso, se contenter seulement de chanter, de danser, comme nous en avons l'habitude depuis des millénaires. Vous savez... quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à l'histoire de l'Afrique que ce que, évidemment, nous avait appris à l'école. L'histoire est le récit des événements passés, cause lointaine, cause immédiate de la Première Guerre mondiale, enfin, toute cette salade indigeste qu'on nous a servi. Pour ceux qui n'ont jamais redoublé pendant 13 ans, j'ai appris des choses qui sont fondamentales. Et on nous dit, par exemple, que nos ancêtres, avant que nous soyons envahis par les barbares, avaient besoin de 65 ans pour former un homme. C'est à peu près vers 65 ans qu'on pouvait dire c'est un homme. Il pouvait être marié, il pouvait avoir des enfants. C'est bien. Mais il fallait à peu près 65 ans. Parce que l'initiation, c'est tout au long de la vie. Et il est vraiment regrettable que face aux enjeux que nous avons, justement, que nous donnons toujours l'impression que le plus important pour nous, c'est de boire de l'alcool, c'est de danser, trouver toutes les occasions pour faire la fête. 1er mai, au Pesingambongo, il y a 1er mai. 8 mars, au Pesingambongo, il y a 8 mars. Saint-Valentin, au Pesingambongo, il y a Saint-Valentin. Je le dis en lingala, mais c'est valable dans beaucoup de pays africains. Oui, mais il faut traduire pour les autres. Ils feront l'effort de traduire. Aujourd'hui, il y a des dictionnaires en ligne pour que les gens fassent les efforts de traduire. Intéressons-nous à nos langues. L'Afrique n'est pas encore connectée. Non, mais ils vont chercher. J'ai confiance. Très bien. Donc, arrêtons avec cette culture. On peut s'amuser, mais le temps de l'amusement doit être inférieur au temps de la réflexion, au temps de l'action. C'est très important. Un chef d'État, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas l'apprécier. Moi, je connais des Africains qui disent « Moi, je suis kamite, je ne supporte pas un président musulman. » C'est lui qui est là. Ibrahim Traoré est musulman, il est là en place. Si on attente à sa vie, on attente à la vie de tout Africain. Qu'il soit chrétien ou pas, c'est tout Africain. Votre frère, vous ne vous entendez pas. Mais si on attente à sa vie, on a attenté aussi à votre vie. C'est son tour aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Bien sûr. Et il faut intégrer ça dans la tête, dans les tripes de tout Africain. Oui, c'est comme si vous avez un parent
vous entendez pas avec votre père, mais il ne faut pas qu'un individu vienne s'immiscer dans ça. Les Afghans, quand il y a eu la guerre de 2001, quand il y a eu les histoires de Bush-Fils, ainsi de suite, j'ai appris que chez les Afghans, c'est ceci. Mon frère contre moi. Mon frère et moi contre notre cousin. Mon frère, moi, notre cousin contre l'étranger. Exact. Voilà. Vous voyez comment les choses sont structurées. Mais non, mais c'est clair. Et Le Pen, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, le disait. Je préfère mes filles à mes nièces, je préfère mes nièces à mes cousines, et je préfère mes cousines aux étrangères. Mais pourquoi nous, les Africains, on ne veut pas comprendre ça? Pourquoi? Très bien. Alors, Roch Nyanga, il y a aussi le fait que, autrefois, l'Afrique pouvait bénéficier d'excuses. La jeunesse africaine pouvait dire, bon, mais on n'est pas informé, on n'était pas au courant. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une information qui peut encore être cachée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir d'excuses comme pour dire, je ne savais pas? Non, aujourd'hui, personne n'a l'excuse. En temps réel. Nous avons les nouvelles technologies qui nous permettent d'être connectés, d'être en relation, de savoir de tout ce qui se passe à travers le monde. Plus d'excuses pour dire, je ne savais pas. Personne ne peut dire, non, je ne savais pas ou je ne sais pas, pour quelle raison. Sauf si on passe son temps, évidemment, au Bambé Gakoso, sauf si cet Africain passe son temps à regarder les séries télévisées, à regarder n'importe quoi, et on voit toute notre jeunesse braquée sur le Classico, le Real, le Barça. C'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les vraies choses desquelles dépend de notre destin sont carrément mis de côté, et la jeunesse africaine est surprise. On aurait pu être surpris si le président avait été atteint. Je vous comprends tous les deux. Il y a quand même des réalités face auxquelles on doit faire attention et se poser certaines questions. En janvier 61, lorsque Lumumba, Patrice Emery, est assassiné au Congo, on ne vous l'enseignera jamais, mais à Belgrade, dans la Yougoslavie de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était un bloc. Bosnie, Croatie, tout ce bon monde. À Belgrade, des gens ont manifesté, des Européens. Ils sont allés casser l'ambassade, je ne sais plus si c'est de Belgique ou des États-Unis. Ah. Bon, dites-moi, il n'y a pas Internet à l'époque. En tout cas, l'Internet public n'existait pas. Internet appartenait au Pentagone, parce que c'est eux qui ont créé ça. Exact. Mais comment expliquer que ces gens aient eu l'information si rapidement et se soient indignés au point d'aller saccager une ambassade? Lumumba représentait quelque chose. Et les gens avaient quand même les moyens de s'informer. Ça, c'est le premier exemple que je donne. Je continue. Nos aînés ici, ceux qui ont fait par exemple le M22, parce qu'ils voulaient renverser le pouvoir. J'ai causé avec beaucoup d'entre eux, des élèves de première et de terminale, au-delà des cours classiques, allaient voir leurs frères pour les former idéologiquement, politiquement. Donc, quand l'Angola est en guerre, parce que la guerre d'Angola de libération, entre l'Angola et le Portugal dure de 61 à 75, les gens ici étaient informés, parce que le système était fait de telle sorte que le mal dont souffre l'Angolais, c'est notre mal à nous. Exact. Le Congo avait servi de base arrière au MPLA. De manière extraordinaire. Dos Santos a vécu ici. Il était caché ici, il a vécu ici. Donc, quand Odja Yenda, qui est un des combattants pour la libération de l'Angola, meurt, des gens ici en prennent conscience. Je connais personnellement un Congolais qui s'appelle Enda, parce que son père en était conscient. Donc, il faut comprendre une chose. Nos aînés, sincèrement, avaient plus de prise de conscience par rapport aux enjeux de l'époque. C'est pourquoi vous voyez des dirigeants africains comme Samora Machel, Nyerere, faire front. Sans eux, nous aujourd'hui, on parlerait africaner ou anglais, parce que l'Afrique du Sud raciste, qui était soutenue par l'Occident, nous aurait tous écrasés, broyés, ils seraient arrivés chez nous. Mais aujourd'hui, plus on est connecté, moins on est intéressé. Oui, il y a des militants, ceux qui sont intéressés, qui relaient l'information, très bien. Mais j'ai l'impression que ça n'atteint toujours pas la masse critique. Vraiment. Qui fera que... On dirait que 75% de la jeunesse africaine reste encore, croupie encore dans les ténèbres de l'ignorance. Cette masse critique qui peut faire que, dès qu'il y a une information, les gens se lèvent. Partout où ils sont dans le monde. Qui pour envoyer 100 francs, qui pour organiser une marche, qui pour faire une motion. C'est ce que l'on attend de l'Africain. L'Africain conscient, c'est celui qui fera ça. Chacun apportera sa pierre à l'édifice comme il pourra. Mais on n'atteint pas toujours cette masse critique parce que quand TikTok arrive, on a envie de voir des filles danser. C'est tout ce qui nous intéresse. Quand Facebook est là, on veut le live. Le live d'une dame qui donne des conseils sur le mariage alors qu'elle-même, elle est déjà à 4 mariages. Le live d'un prêtre qui donne des conseils sur le mariage alors que lui ne se mariera jamais. Voilà, c'est quand même curieux. C'est très curieux. Merci, doyen. Oui. Vous savez, vous avez parlé de la jeunesse des années 60, 70 et même 80. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas?
Je crois que tout part à partir de 1990, la fameuse conférence avec la démocratie. Conférence de la Baule. Oui, non, conférence de la conférence nationale. Oui, mais je parle en fait, les conférences nationales ont suivi la conférence de la Baule, bien sûr. Oui. Après le sommet de la Baule, oui, à partir de là, je crois que nos systèmes d'éducation ont été changés. Hier, il y avait la conscientisation au niveau de l'école. Après l'école, dans le quartier, et ça suivait. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Par exemple, dans notre système, il y avait ce qu'on appelle la morale. On a cassé. On a remplacé ce papa. On a enlevé, mais on n'a rien remplacé. Le MNP, on a enlevé, mais on n'a rien remplacé. L'UGC, on dit que c'était le parti. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui va à l'école, pas pour s'instruire ou se former, mais pour s'aliéner. S'aliéner, avoir des diplômes. Avoir les diplômes, les papiers. Le papier, le papier. Pas le diplôme. Sinon, maintenant, la prise de conscience est mise de côté. Exact. Il y a aussi le fait... un petit complément à ce rapidement. L'école, c'est important. Le père de l'indépendance du Togo, c'est Sylvanus Olympio. On n'enseigne pas Sylvanus Olympio au Togo. On n'enseigne pas. En France, qu'on aime De Gaulle ou qu'on l'aime pas, on enseigne De Gaulle. On enseigne De Gaulle. Partout, il y a rue De Gaulle, boulevard De Gaulle, avenue De Gaulle, partout. Jacques Kompango s'est battu dans ce pays. Pour certains, il est le premier président du Congo. Peu importe. Qui enseigne Jacques Kompango? Son petit-neveu Obenga a écrit sur lui. Personne d'autre n'écrit sur lui. C'est terminé. En fait, c'est comme si ces gens n'ont jamais existé. Exact. Le Congolais en particulier et les Africains en général ont l'impression ou sont persuadés qu'ils sortent du néant. Je suis apparu un jour par l'opération du Saint-Esprit. Avant moi, il n'existait rien. Mais voilà, allons seulement. Et c'est ça qui nous tue. Mais regarde, à l'école. Rapidement. Moi, quand j'étais à l'école primaire, article 1 de la loi Pionnier, le Pionnier était militant conscient et efficace de la jeunesse. Il vit à l'exemple de l'immortel Marien Ngouabi. Dans tous ses actes, il obéit aux ordres du parti. Il vit à l'exemple de l'immortel Marien Ngouabi. Exact. Et aujourd'hui, on a mis ça à la poubelle. Il n'y a plus de repères. Et à la place, c'est De Gaulle, c'est... Roch Nyanga... Savonneau de Brazza. Nous allons donc, c'est l'occasion ici de ressouligner ce que le professeur Théophile Obenga a dit et redit à 1001 reprises. L'Africain ne s'indigne plus. Il dit que c'est curieux, c'est bizarre que les Africains soient ces gens-là, même bousculés, même piétinés, même humiliés, même torturés. Mais ils essuient les larmes, après ils oublient, ils sont contents, ils passent à autre chose. Oui, exactement. On le vit au quotidien. Le sort des Noirs dans les pays arabes. Très bien. On le voit, non? Oui. Il n'y a pas de soulèvement d'aucun pays africain. Absolument. Pour eux, tout le monde est silencieux, comme si tout va bien. C'est normal. Mais essayez de toucher, ne fût-ce qu'un cheveu d'un blanc quelque part. Ah non, là c'est... Vous allez voir les maisons... incidents diplomatiques. La diplomatie, on va se mettre au brol, on a fait ceci, général. C'est comme si les médias des autres vont s'enflammer. C'est comme si le noir va rester comme dans la logique de l'homme blanc, le dernier de la terre. Ah, et c'est ça que nous cherchons à corriger, mesdames et messieurs. Le monde entier en ébullition. Le 30 avril 2025 va rester dans l'histoire comme ça, comme la journée mondiale de soutien à ce président, pas comme les autres. D'aucuns diraient même la réincarnation de l'extraordinaire président Thomas Sankara. À l'époque, pour l'histoire, Alexis Bongo, on ne sait pas qui deviendra avocat défenseur de l'Afrique un jour, ou journaliste sur ce plateau, en train de manger, c'est Radio Congo qui informe du décès de l'assassinat du président Thomas Sankara, tout s'arrête, donc plus rien ne bouge, plus d'appétit, on n'a plus faim, en tout cas on avait pleuré à chaudes larmes. Au Bambé Gakoso, si vous vous rappelez l'histoire, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Comment vous avez pris la chose? C'était en pleine semaine, c'était un jeudi. Thomas Sankara fut ministre de l'Information, on oublie souvent cela. Il avait même démissionné, parce qu'il estimait que la ligne suivie n'était pas bonne. Thomas Sankara fut Premier ministre. Et Thomas Sankara, comme Marien Ngouabi, avait été mis en prison. Thomas Sankara va être libéré. Et il est mis en prison, pourquoi? Parce que déjà, ça n'allait pas avec le président de l'époque, Jean-Baptiste Ouédraogo, qui vit encore, hein, c'est un médecin brillant, 83 ans. Ah oui, oui, oui. Le président Ouédraogo est un chirurgien, il a compris que la politique, ce n'était pas pour lui. Depuis le coup d'État de 83, quand Sankara a pris le pouvoir, il s'est retiré, il fait que la médecine. Il fait sa très bonne clinique, voilà. Donc la vie, il y a une vie avant et après le pouvoir. Sankara est en prison, pourquoi? Jean-Pierre Cotte, ministre de la Coopération, est envoyé d'Arda à Abidjan. La mission, c'était, il faut éliminer ce monsieur. Il dérange. Il dérange. Ouédraogo, n'étant pas dans la logique de faire verser le sang, va le mettre en prison. Et après, on le libère. Sankara, nous sommes à l'école, c'est un jeudi, lorsqu'on apprend la nouvelle, nous pleurons. Ça, les larmes, c'est pas seulement ce qui sort, c'est aussi à l'intérieur. Les larmes, surtout les notes, là, ça coule de l'intérieur. Pour nous, ce monsieur représentait quelque chose.
quelque chose d'exceptionnel. Oh. C'est-à-dire quelque chose d'hors du commun. Mais quand on le voyait, la première image, quand on ferme les yeux, on voit un homme en tenue militaire. Simplement. Et c'est plusieurs années après que je vais apprendre que les tenues militaires qu'il portait étaient fabriquées avec du coton local. Coton local. C'est-à-dire que c'est des choses dont on ne parle pas. Les gens écoutent les discours, ils applaudissent, mais ils ne pénètrent pas les discours. Il faut les pénétrer, il faut prendre le temps de les étudier, relire un discours, réécouter. Faso Dan Fani, c'est la fameuse tenue du Burkina Faso, c'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Le président... Et c'est très beau. Le président qui a été débarqué là, élu il n'y a pas très longtemps, mais le dernier qui a été élu au Burkina Faso. Roch Marc et Christian Kaboré. Durant toutes ces années de pouvoir, il ne mettait pas de costume cravate. Pourtant, oui, nous le voyons cette image. Ce monsieur, c'est un bon produit de l'école occidentale. Il a fait de belles études de finance, banque, assurance, tout ce qu'on veut. Mais il était conscient d'une chose. Je dirige un pays qui a un esprit qui a été insufflé par un homme et j'ai intérêt à marcher dans cette ligne. Exact. Il n'était pas du même bord politique. Lui, c'est un libéral. Mais regardez ce qu'il a fait. Au Conseil des ministres au Burkina Faso, vous voyez les gens face au Dan Fani, ça ne dérange pas. Allez en Israël. En Israël, le Conseil des ministres, c'est en bras de chemise parce qu'il fait chaud. Ouais, Sankara, c'est ce qu'il a su apprendre aux gens. Il parlait même de l'assiette. En disant que l'impérialisme est dans l'assiette. Nous mangeons quoi? Nous mangions quoi à l'époque et nous mangeons quoi aujourd'hui? Le sujet est toujours d'actualité. Donc Sankara, sa mort, son assassinat a été un traumatisme dont nous ne sommes pas encore sortis. Non, 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 non. C'est-à-dire que pour que nous sortions de là, en réalité, il faudrait qu'un jour, un pays africain de l'espace prétendument francophone ou de l'espace CFA se lève pour dire désormais, ça on a laissé, ça on a laissé, ça on a laissé, ça, parce que c'est tout un catalogue. Et là, on pourra dire Sankara n'est pas mort pour rien, le traumatisme est guéri. Très bien. Et nous ici, nous pouvons dire qu'au moment où quelqu'un, un jeune, tout beau, tout gentil, tout souriant, charismatique, s'emploie à nous sortir de ce traumatisme et que le monde entier s'en rend compte, il y en a qui, dans le noir, cherchent à l'assassiner comme autrefois. 1987 n'est pas 2025 Roch Nyangat, rapidement, vous étiez où? Vous aviez appris comment la mort, le décès de l'assassinat du président Thomas Sankara? Je ne me souviens plus parce que j'étais encore un gamin. Ah oui, un gamin. C'est en 1987 à l'école primaire. Ah, d'accord. Je ne sais plus. C'est la Radio Congo. Oui. Radio Congo, à l'époque, c'était la voix de la révolution congolaise. VRC. Oui, il y a des informations, les adultes étaient, on a tué Thomas Sankara, mais on savait déjà parler de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Et vous avez vu tous les adultes tristes. Oui, tout le monde était touché. Thomas Sankara, c'était un Ngwabi, quoi. Et quand vous avez grandi, vous avez pris de l'école, vous êtes devenu panafricaniste, vous vous êtes rendu compte de l'énorme perte que ça avait été. Bien sûr, par les lectures, j'ai plein de livres qui parlent de Thomas Sankara. Vraiment, c'était une perte énorme. D'ailleurs, dans mon association pour une alternative au service de l'humanité, j'ai élaboré un dépliant parlant de Thomas Sankara en résumant les 4 ans des œuvres de Thomas Sankara. Ah, super. Ça, c'est de très bonnes choses. Vous pouvez les retrouver sur le site ciaditem.org. Le site ciaditem.org. Ah. Donc, vous allez voir... Très bien, on aime ça. Alors, maintenant, là, mesdames et messieurs, le décor est planté. C'était une façon de restituer l'histoire, de présenter la chose, de vous préparer à cet hommage des panafricanistes du Congo-Brazzaville, parce qu'au Bambé Gakoso, nous ne pouvions ne pas dire quelque chose. Nous ne pouvions pas rester indifférents. Nous devrions, nous aussi, emboîter le pas, nous aussi, donner de la voix, nous aussi, réagir à ce crime odieux qui a failli être perpétré comme ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, en fait, l'histoire commence par le compromis des Américains. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique se comporte dans le reste du monde comme un véritable impérialiste. En fait, c'est l'expression de l'impérialisme. Il y a un texte qui circule, mais qui n'est pas enseigné dans les universités, la charte de l'impérialisme. Ce texte dit que le reste du monde est à la disposition de l'Occident. Donc, tout ce qui est de l'Occident, tout ce qui est dans le tiers-monde ne peut pas être décidé par le tiers-monde. Donc, c'est aux Occidentaux de décider, de dire ce qu'on doit faire et comment on doit faire. Tout cela, c'est quand même regrettable que les États-Unis se comportent ainsi. Bien, en tout cas, je suis très content qu'on aborde ce virage. Ce qu'il faut dire à nos enfants, à nos petits frères, au-delà de ce que l'école officielle enseigne dans presque tous les pays du monde, puisque les gens s'entendent pour dire, allez, on fait comme ça et puis on passe.
ce n'est pas l'école qui va vous instruire en réalité. C'est la vie qui vous instruit. En réalité, c'est la vie. L'école n'instruit plus de non, l'école a perdu sa mission d'instruction. C'est fini ça. L'école a déjà démissionné. L'école a déjà démissionné, elle a failli, elle se dit, dans le monde entier en général, se dit, bon, écoutez, on va former des instituteurs, des professeurs, les enfants auront des diplômes, ils seront formatés. Quand on va dire telle boisson, tout le monde prend une boîte, tel repas, tout le monde prend. On ne se pose pas la question de savoir d'où ça vient, qui a fabriqué. On y va, allons seulement. Mais comme on nous avait embrigadé avec le Covid-19, voilà, allez, tout le monde. Vous devez vous mettre des masques, vous devez rester enfermé à la maison. Et on a vu tous les gouvernements africains ici. Dans le monde entier. À tout le monde. Celui qui refuse la vaccination est mis au banc des nations. On nous a mis des trucs dans les narines. On ne sait pas de quoi il s'agit. On a payé comme ça. Beaucoup d'argent aux aéroports pour voyager. Tout ça là. On a perdu des milliards. Des tests stupides à 40 000 francs à gauche et à droite, comme des enfants nous avons fait. Et en fait de compte, on nous dit que tout ça c'était que du vent. Et pourtant les gens savaient. Mais on s'est tué. On a dit taisez-vous, faites seulement. Et aucun gouvernement africain ne dit pardon à son pays. Ils ne le feront jamais. Aucun gouvernement africain ne s'est excusé. Ils le feront jamais. Voilà. Alors, voilà. Par rapport à ce qui est dit, il faut comprendre que l'histoire de l'humanité aime repasser les plats. C'est-à-dire qu'un plat qui a déjà été servi à une époque, par période plus ou moins régulière, on repasse ce plat, on réchauffe. Assassiner un président, ça n'a rien de nouveau. En Occident, en 14-18, ils étaient prêts à faire la guerre. Ils avaient besoin d'une guerre. Parce qu'il faut comprendre le modèle occidental, leur mindset, leur façon de penser. Ils avaient besoin d'une guerre. Et le prétexte qu'ils ont trouvé, c'est l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand Ier à Belgrade ou à Sarajevo, il me semble. Allez, c'est parti, ils ont fait la guerre. Mais on ne vous dira jamais que pendant cette guerre, des industries d'armement en Allemagne et les industries d'armement en France échangeaient. On ne vous enseignera jamais ça, ça échangeait. Ils faisaient leur guerre. Et voilà pourquoi on vous dit que la guerre, il se passe que des gens qui ne se connaissent pas se font la guerre pour des gens qui se connaissent, qui discutent, qui s'entendent et qui mettent fin à la guerre. Voilà. Et chez nous, ils ont pris l'habitude, depuis très longtemps, on pense seulement à l'assassinat d'Olympio. Non, depuis longtemps, des leaders africains. Les Mbunzo Bele sont assassinés, les Mabiala Manganga, les Bweta Mbongo. Évidemment. Donc beaucoup de les Mathieu André. Voilà. Et il arrive un moment où il y a un homme ou des hommes qui surpassent les autres. Et quand vous prenez cette décennie-là, bon, allez, prenons l'année 85-90, cette période, Thomas Sankara était au-dessus du lot. Il était largement au-dessus du lot et c'était un homme qu'il fallait absolument abattre. Tout comme Lumumba l'avait été à son époque. Quelques années avant. Et Marien Ngouabi aussi quelques années avant. Et Mandela par la suite. Ça, n'en parlons même pas. Et donc, il fallait absolument l'assassiner. En disant, on avait commencé par l'argent. Il avait refusé. Félix Houphouët-Boigny, qui était son voisin, et par rapport à l'âge, qui était même un père pour lui. Vous savez, nous sommes africains. Hein? L'âge, c'est comme quelque chose d'important. Quand un petit frère ou un fils se comporte comme d'une manière qu'on n'attend pas, on est vexé. Il lui avait remis de l'argent, mais pour lui, c'était personnel. Sankara était surpris. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il prend l'argent, il met au trésor public. Houphouët-Boigny est étonné. Il est choqué. Il dit, il se prend pour qui celui-là? Et Houphouët-Boigny n'aimait pas les militaires. Il avait toujours peur. Et il fallait trouver un moyen pour éliminer ce garçon. À ses yeux, c'était un garçon. Sankara a fait. Il avançait. Production du blé. On nous a tous dit ici. Moi, c'est en 2010, quand je travaille dans le cadre de la Ligue panafricaine Umoja, sur ce sujet que je vais apprendre qu'en Afrique dite noire, on peut cultiver le blé. Et je vais apprendre que la production de blé, pour 4 ans, au Burkina Faso, était passée de 1,7 tonnes à 3,4 tonnes. En 4 ans. Donc, si on avait laissé ce monsieur, imaginons seulement 4 ans de plus, peut-être que l'autosuffisance alimentaire aurait été atteinte. Mais bien sûr. Alors, ça, c'est d'une part. Vous ajoutez le fait qu'il y a le Faso d'Anfani. Il y a des choses qu'il faut imaginer. Ça veut dire qu'on achète... Donc le tissu burkinabé. Voilà. Le tissu africain, voilà. Celui que vous portez là. Ça veut dire qu'on n'achète plus de costumes à Paris. Non. Ça veut dire qu'on n'envoie plus quelqu'un à Paris acheter des chaussures. Non. Thomas Sankara impose les prix du coton. Voilà. Thomas Sankara dit aux gens, écoutez, quand vous allez à Paris, vous avez des cousins et des frères, pas de frais d'hôtel, vous dormez chez vous. Exact. C'est un manque à gagner pour l'État français. C'est un manque à gagner pour New York, pour Bruxelles, ainsi de suite. Et Thomas Sankara change le nom de son pays quand il va à Harlem. Il rencontre ses frères noirs. Et c'est là-bas que, publiquement, hors du continent, c'est la première fois qu'il va expliquer pourquoi il fallait passer de Haute-Volta à Burkina Faso. Tous ces symboles-là faisaient que cet homme, il fallait l'abattre. Les conditions de l'époque avaient permis effectivement qu'il soit abattu. Et n'oublions pas que cet homme s'est donné en fait en holocauste. Il savait qu'il allait être assassiné. Il a toujours dit... Le sacrifice. Boukari Kaboré, qu'on appelle Boukari le lion, qui vit encore, il a 73 ans. Le lion vit encore. Voilà, il avait dit que le mal vienne d'eux, mais pas de nous. Il savait que Compaoré complotait avec la complicité
de Félix Houphouët-Boigny et de Paris pour sa mort. Mais il a préféré que son sang coule. Bon, dans une certaine mystique, les gens pensent que c'est une bonne chose. Comme celui d'ici qui avait dit, quand le pays est sale, le président doit le laver avec son sang. Il avait dit devant les femmes de l'URFC, tout le monde n'avait pas compris. Le 18 mars, il s'en allait. Mais sauf que, aujourd'hui, les choses ont changé. Les Occidentaux savent qu'ils ne peuvent... Trop de sang a déjà coulé. Non seulement trop de sang, mais les gens savent. C'est-à-dire qu'assassiner froidement un président, ça risque même d'être l'étincelle de trop. En 2006, souvenez-vous, l'armée française était décidée... Rapidement, mais malgré le fait qu'ils savent, ils ont osé. Oui, ils ont osé. Mais tu sais, le problème... Et ils ont manqué de peu. Ils ont manqué Gbagbo de peu. Mais ils ont vu les Ivoiriens faire bouclier. C'est là qu'en France, ils ont dit il y a quelque chose qui a changé chez les Africains. Là, ils ont toujours des plans, X, Y, Z. Mais ils sont surpris par cette mobilisation qui est quasiment mondiale. Et moi, je ne dis pas que les gens aiment Traoré. Traoré n'est pas parfait. On peut le critiquer sur certains points. Mais là, ils ont dit, ne touchez pas. Ne touchez pas. Même si on sait qu'il tombe, il y en aura d'autres. Mais si vous le faites, on risque de poser des actes incontrôlés. C'est pas évident qu'on ait un autre Traoré maintenant. Non, c'est parce que... Mais il a fallu 87 à ce que Traoré arrive. Voilà, presque 40 ans. 40 ans. Bon, c'est cyclique. Oui. C'est cyclique. Mais c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Toussaint Louverture meurt. Jean-Jacques Dessalines prend le pouvoir rapidement. Dessalines était là. Il a fait. Oui, ça, il faut féliciter. Ça, c'est clair. Chavez meurt. Maduro, les gens critiquaient en disant c'est un chauffeur de bus. Il est toujours là. Il tient bon. 2013 à aujourd'hui, ça fait 12 ans. Il est là. Il résiste à tout le monde. Très bien. Bon, donc moi, je pense que c'est jouable, mais il faut féliciter les gens qui se sont mobilisés et dire aux autres qui ne se sont pas mobilisés, n'oubliez pas que les autres ne dorment pas. Les chrétiens vont dire Satan ne dort jamais. Non, les chrétiens aussi aiment Ibrahim. Non, je dis ceci. Nous aussi, nous prions pour Ibrahim Traoré. Pour dire que Satan ne dort pas. Donc, si les chrétiens savent ça, il faut savoir que ceux qui aiment tuer nos présidents ne dorment jamais. Exact. Ils ont toujours des plans, ils ont toujours du lithium, ils ont toujours des poisons pour cela. Exact. Pendant que nous mangeons, dansons et que nous faisons comme l'Afrique sait le faire, comme disait Dixon Klaus, l'Afrique aime danser, l'Afrique aime chanter, danser, même quand tout va mal. C'est pas gentil. Pendant que ça se fait comme ça, les autres, ils sont en train de planifier notre disparition. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et donc, ces chefs d'État qui émergent, ceux-là, on doit froidement les éliminer. Alors, vous avez compris... Le point, c'est de défendre la souveraineté. Parce que dans la charte de l'impérialisme, on dit aucun pays du tiers-monde ne doit pas être un État souverain. Exact. Et lorsque vous parlez de souveraineté, et vous défendez ça, et vous y conduisez votre peuple, là, vous êtes l'homme à abattre. Alexis, la langue que nous parlons, là, ce n'est pas notre langue. Oui. Mais parmi nous, il y a des gens qui se sont tellement appropriés cette langue qu'ils la parlent presque à la perfection. Voilà. Et vous avez cité Obenga, je vais encore le citer. Il est linguiste. Les gens retiennent seulement la casquette d'égyptologue, d'historien, de philosophe. Il est aussi linguiste. Les mots ont leur importance. Voilà. Mais sauf que, quand Emmanuel Macron ou un autre président français parle de souveraineté, pour lui, la souveraineté est valable pour eux. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais elle n'est pas valable pour nous. Parce que pour eux, nous sommes de grands enfants. Pas pour les nyama-nyama que nous sommes. Parce que voir un officier américain oser s'exprimer sur la gestion des affaires publiques d'un pays africain, c'est-à-dire que le bon sens même devrait nous dire mais il est qui? Il n'a pas compétence, il n'a pas qualification, il n'a pas légitimité, il n'a pas autorité. Ni compétence, ni autorité, ni légitimité. Mais il ne peut pas. Le professeur Théophile Obenga nous a dit il nous a enseigné ça. Dans la vie, votre voisin... Le général Langley, quelle autorité, quelle légitimité, quelle compétence? Alexis, votre voisin meurt, ça arrive tous les jours. Vous allez à la veillée, on vous donne une chaise pour la veillée, vous allez vous asseoir. Mais quand à un moment donné, les enfants du voisin vont se réunir, si vous apparaissez, on va dire, mais Alexis, tu viens faire quoi pour nous? Mais c'est un problème. Exact. Même le ministre le plus gentil du Congo, s'il passe par là, il s'arrête, on va lui donner une chaise. Mais à un moment donné, quand les frères et les sœurs du défunt vont se réunir, ce ministre n'a pas droit à la parole. Non. Donc, chaque pays dispose de la possibilité de gérer ses affaires comme il entend. C'est aux gens de ce pays, aux gens de ce continent de se lever pour dire l'or là, le diamant ci, ainsi de suite. Mais pas un diplomate américain, européen. Non, ça n'a aucun sens. Même si c'est un haut gradé, général de son État, mais quelle autorité, quelle légitimité, quelle compétence? Rapidement. C'est un général, un monsieur Treilly, ça veut dire qu'il devait s'occuper des questions militaires. Mais comment? Alors, quel est maintenant le lien entre l'armée, l'opération militaire et la gestion de l'or? Mais comment? C'est ça la question. Donc ils ont l'habitude de piller chez nous. Voilà. Et puis encore, c'est un militaire, c'est pas un diplomate. Non. Qui devait
faire le point de sa gestion au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est un militaire qui est chargé de la sécurité. Ils se croient tout permis, c'est dans leur tête. Nous sommes des enfants à leurs yeux et nous leur donnons tous les jours l'occasion de nous appeler enfants. Or, si on frappait fort, ils ne le feraient pas. Ils n'ont jamais fait ça avec Mugabe. Hein? Non. Mugabe n'aurait jamais autorisé ça. Très bien. Alors, on retient nos 4 chevaux, mesdames et messieurs, pour revenir, c'est-à-dire planter le décor, préparer le terrain, restituer l'histoire, ouvrir la tête, l'esprit. Hein. Il faut qu'il y ait de la lumière dans nos têtes. Il faut que nous comprenions. C'est ça le combat du professeur Théophile Obenga. Et quand ça bouillonne partout des panafricanistes, le professeur est heureux. Il nous avait confié dernièrement que ça me ferait du bien de partir maintenant parce que j'ai vu de mes propres yeux ces graines que nous avions sémées autrefois germer. Et ça fait du bien parce que, voyez-vous, on a essayé de toucher au président Ibrahim Traoré. Alors toute l'Afrique, tant en Afrique, tant de l'intérieur que de la diaspora, s'est levée. Et même des non-africains sont entrés dans la danse parce qu'ils savent très bien que, ah non, trop, c'est trop. Alors, s'il était question maintenant que nous parlions de l'homme, parce que y a tellement à boire et à manger que ça c'est une première partie qui va servir d'introduction. Certainement que nous serons bien obligés de revenir pour que nous ayons une deuxième, pourquoi pas une troisième partie. Alors quand on dit aujourd'hui Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, quelle inspiration ça vous donne? Quel ressenti? Au moins, la première des choses, c'est la modestie et la simplicité de l'homme. Vous savez, quand on dit que le pouvoir corrompt, à un moment donné, effectivement, on dit qu'il corrompt absolument. Et surtout, où on devient un autre homme, où il fait ressortir le pire de nous. Pas le meilleur, mais le pire. Beaucoup, on ne les reconnaît plus, ils disent plus bonjour, ils ne s'arrêtent plus, on ne les voit plus. Ok. Admettons qu'on ne vous même de simples députés. Non. Conseiller départemental, c'est-à-dire que les épaules, là, lui, maintenant, il vous comme on dirait chez moi au village, quand on va planter le couteau, ça ne peut même plus entrer. Ça ne peut plus entrer. Voilà. Il revient 5 ans plus tard. Il y a un qui tient le sac. Voilà, un tient le sac. Exact. Un le téléphone RTL, l'autre le téléphone MTN, le téléphone Euro, je ne sais quoi. Bon, mais vous voyez cet homme, moi, l'image, c'est quand même quelque chose d'important quand on est au pouvoir. Il est à ce niveau dans les pas de son lointain prédécesseur. Toujours en tenue militaire. Toujours en tenue militaire. Je répète et j'insiste sur ce point qui paraît être un détail. Papa, donc montrez-nous Ibrahim Traoré en tenue militaire. Quand voilà. On connaît l'exceptionnel Ibrahim Traoré, l'enfant sacré d'Afrique. Quand on connaît le prix d'un costume de luxe à Milan, à Paris ou à Londres, je prends les 3 villes là parce que c'est des villes phares dans le domaine de la mode, on se dit que ça fait des sacrées économies pour l'État burkinabé. Évidemment. Alors, ensuite, les costumes et tout le reste, hein, voilà. Tout le bazar qui va avec. Vous remarquez rapidement, Bambé. Oui, la plupart du temps, il parle sans papier. La plupart du temps, il faut remarquer cela. Et la plupart du temps, il dit des choses justes. Mais c'est clair. Quand il parle de souveraineté, quand il parle de démocratie, quand il parle de liberté, d'indépendance, ainsi de suite. Il dirige un pays qui est en guerre. Ne l'oublions pas. Parce que quand on est loin, vous savez, vous les journalistes, vous connaissez la théorie du mort au kilomètre. Exact. C'est-à-dire que quand je suis dans la rue Madia, au plateau de 15 ans, il y a un mort dans la rue Loufou, je suis interpellé. Mais si le mort est vers le fleuve Congo, bon. Si ça est quoi, Sendé là-bas, c'est encore pire. Pire. Nous, ici, on ne voit pas la guerre au Burkina Faso. On ne la voit pas. On l'a subie parce qu'on est panafricaniste et autres. Mais nous, les frères congolais, la vie est belle pour eux. Même à Goma, là, ce qui se passe à Goma et Bukavu, à Kinshasa, il y en a qui sont Kinshasa, n'allons pas loin. À Kinshasa même. Voilà. Il y en a qui vivent comme si rien n'était. Il fait comprendre aux Burkinabés qu'ils sont en guerre. Il a créé les VDP, volontaires de la défense de la patrie. On peut critiquer, on peut ne pas apprécier, mais il y a des résultats. Il a fait baisser les revenus des ministres et autres. Vous ne voyez pas, les gens sont insurgés, les gens comprennent. Parce qu'il faut de la pédagogie dans tout ce que l'on fait. Exact. Vous êtes malade, vous êtes médecin, vous avez un malade qui a atteint d'un cancer, vous n'allez pas lui dire, écoutez, vous avez le cancer, rentrez chez vous. Non. Vous avez le cancer, il vous reste 6 mois, il va trouver les mots. 5 ans, on va se battre. C'est ce qu'il est en train de faire. Il sait que les moyens sont très limités. C'est un pays quasi désertique, mais avec nos modestes moyens. Et les avec le peu qu'on a. Les modestes amis qui voudront bien nous aider, on travaillera ensemble. Exact. Mais il est hors de question qu'on aille mendier. Les prêts bidons du FMI, on n'en veut pas. Notre dignité, voilà, elle n'est pas à vendre. Non, elle n'est pas à vendre. Il n'y a aucun marché où on vend ça. On ne va pas brader notre dignité. Alors, Ibrahim Traoré. Oui, nous avons un dirigeant qui n'est pas complexé. Depuis qu'il est au pouvoir, je crois qu'il n'a voyagé qu'une seule fois en Europe. Il est allé en Russie. En Russie. En Russie. Depuis là, il est chez lui. Il fait le voyage au Niger. Il est allé au Ghana. Il est allé au Ghana. Il a été très applaudi. Oui.
Ils ne sillonnent que l'Afrique pour avoir... Il vient même de refuser une invitation des États-Unis. Voilà, ils ne sillonnent que quelques pays africains pour chercher la solution aux problèmes africains. Voilà. Des solutions africaines aux problèmes africains. Ce qui est évident. C'est clair. Alors, mesdames et messieurs, on a assez bavardé pour qu'on introduise, parce qu'on s'est rendu compte que l'Afrique périt faute de connaissances. La jeunesse africaine est accro à la boisson, au sexe, à la politique. Hein? Et puis nos femmes sont devant nos vélas et autres. Quelle politique? Passent leur temps à la politique. Quelle politique? Hein? Si ce n'est pas d'aller mondier là-bas. La politique. Bon, tout ça, on met de côté. On a restitué un peu tout ça pour que nous comprenions que on parle d'un homme exceptionnel, que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins et que, normalement, si on nous avait eu en 1987, le 15 octobre, on ne peut plus nous avoir maintenant. Plus jamais ça, comme disait quelqu'un. Alors, du côté de la régie, c'est Papado, Félicia Dopassi, faites-nous voir ce beau jeune homme charismatique, sacré, qu'il nous dise un petit quelque chose, que nous ayons une idée de comment il conçoit les choses dans son appel à la jeunesse africaine. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Voilà, parce qu'on nous avait donné des indépendances de pacotille, on s'en est rendu compte aujourd'hui, les Africains ont compris. Non, il y avait quelque chose qui tournait par an, et par le franc CFA, on nous tient encore par les parties sensibles, au point de nous empêcher de nous développer. Et il y a beaucoup d'autres mécanismes dans les contrats qu'on a dû signer pour accéder à l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes là, la jeunesse africaine devait se lever pour démanteler tout ça. Mais ce n'est pas à nous de dire les choses à la place de nos invités. Obambe Gakoso, Roch Nyanga, commentaire rapide. Bon, là, nous avons suivi un Thomas Sankara dans sa forme, exact, avec son verbe, avec les mots qu'il faut pour dire la vérité. Exact. Voyez-vous, quand ils disent quoi, que nous sommes un empire d'esclavage, c'est tout à fait... C'est vrai ce qu'il a dit. Mais exactement. Ils n'ont qu'à venir puiser des esclaves. Des esclaves. On récoltait même. Dans la charte sur l'impérialisme, je reviens là-dessus, on négocie pas, la charte dit, ça c'est l'article, je crois, 8, on négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On les impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. C'est ça le combat qu'il est en train de mener. Il est en train de
de casser cette ligne, de casser cette manière de faire les relations internationales, de casser cette manière de coopérer avec l'extérieur. Exact. Et Ibrahim dit non. Et c'est ça qui change tout. Oui, oui. Alors, Obamega Kosso, réaction. Alors, moi, quand j'entends ça, je reviens toujours auprès des miens pour leur dire que ce monsieur est né en 1988. Donc, quand Sankara est assassiné, il a 1 an. Il n'est pas né, pardon. Non, il n'est pas né. Encore né. Il est encore dans le ventre de maman. Il est dans le ventre de maman, peut-être. J'ai oublié son mois de naissance. Et quand un homme qui a 37 ans dit « Nous ne nous battons pas pour nous, mais pour les générations futures », ça devrait interpeller ses aînés, ses papas, et certains même ses grands-parents qui sont encore vivants. Il ne se bat pas pour lui, ni ceux qui sont autour de lui, les amis, les copains, les capitaines, les lieutenants, les commandants, mais il se bat pour les générations futures. Et c'est là où je dis souvent la différence entre l'homme politique, au sens noble du terme, et le politicien, voilà, c'est que nous avons en face de nous un mur. Le politicien, il voit ce mur. L'homme politique, il voit au-delà du mur. Au-delà du mur, peut-être que lui, il va partir, mais il va laisser quelque chose. Il va léguer quelque chose. Et plus bas, nous avons en Côte d'Ivoire un homme qui s'appelle Laurent Gbagbo qui dit « Quand un homme passe, on doit savoir qu'un homme est passé par là. On doit savoir. » Il dit c'est tout ce que nous cherchons. C'est tout. C'est-à-dire que quand nous passons comme ça, on doit savoir que quelqu'un passe. On ne vient pas au monde par hasard. Mais le hasard n'existe pas. Il ne suffit pas que papa et maman se soient rencontrés pour qu'il y ait un enfant. Non. Chacun de nous a une mission. Une mission. Je vais encore... Aujourd'hui, je suis l'ami des chrétiens. Rapidement. Les chrétiens disent la plantation du Seigneur est tellement grande, il manque des ouvriers. Manque d'ouvriers. Mais c'est le problème de l'Afrique. C'est ça. C'est 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1 milliard d'habitants, des problématiques immenses. Un enfant qui n'a pas de table pour s'asseoir à l'école, qui doit écrire sur ses cuisses. Des hôpitaux dégarnis. Quelqu'un qui a une roue dans le Sahel, il frappe, il entend le son d'une pierre. Il faut l'aider à cultiver. Le professeur hollandais m'a dit ceci un jour, et j'ai dit ça, c'est un monsieur. Il dit, si vous faites une école d'ingénieurs en Afrique, vous prenez un Nigérien et un Gabonais, ils doivent devenir ingénieurs en hydraulique. Il y a des cours communs, mais il y a des cours, il faut les séparer. Le Gabonais est né dans l'eau. En Afrique centrale, on a l'eau partout. Le Nigérien n'a pas l'eau. Non. Donc il faut apprendre aux Nigériens à chercher l'eau. Exact. Il faut apprendre aux Gabonais à conserver l'eau. Exact. Et lui, c'est ce qu'il fait. Sankara déjà le disait. La meilleure aide, c'est de nous aider à nous passer de l'aide. Presque 40 ans après, ce monsieur vient, il fait le constat que finalement, nous en sommes encore au seuil de la chose. Les gens nous prennent comme ceci, comme cela, mais à nous de réagir, puisque nous avons compris. Le problème est là. Et le professeur Obenga, que je vais encore citer, lors d'une conférence à la salle de l'AGK à Paris, en juin 2008, dit ceci. Qu'est-ce qu'il faut encore faire aux nègres pour qu'ils comprennent qu'on lui a déjà fait tant de mal et qu'il doit changer? Et il ajoute, ce qui vous manque, vous, dans cette salle, c'est la capacité de décision. C'est terrible quand on est père de famille ou mère de famille et qu'on ne peut pas décider pour son enfant. Mettez-vous à la place de ce parent. On lui dit, l'enfant est là, il a une blessure. Tout ce qu'on attend de vous, c'est de mettre un pansement. Mais vous êtes papa, vous êtes maman, vous n'avez pas 1000 francs, 2000 pour le pansement. Vous êtes totalement impuissant. Et votre dignité s'en va. Mais comment? L'infirmier qui est là, il sort, il dit, regardez-moi celui-là, il a un enfant, il est incapable d'acheter le pansement. On voit ça dans tous nos hôpitaux. La capacité de décider. Et c'est ce que lui, il dit aussi à sa façon. Obenga l'a dit, lui, il le dit avec ses mots. Ayons la capacité de décider. Voilà. Et nous pensons avec... Et le courage de le faire. Et le courage de le faire. Nous pensons qu'avec l'Alliance des États du Sahel, nous avons cette capacité de décider, ce courage de le faire. On a ce trio-là, magique, et on devrait normalement, sinon, si on a peur de rejoindre, mais on devrait quand même respecter ça. Et je vous promets que l'AES est respecté. Non, mais je vous promets que l'AES est respecté. Et surtout, quand nous venons... Moi-même, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, que une partie du pétrole de l'Algérie, c'est officiel, venez du Mali, je vous promets que j'ai failli tomber des oui. Sans l'AES, on n'aurait jamais su ça. On n'aurait jamais su. Une partie du pétrole de l'Algérie venait du nord de Mali. Vous savez quelle est la plus grande entreprise d'Afrique, tout domaine confondu? C'est la Sonatrach. Très bien. Le temps est contre nous. Roch Nyanga, aidez-moi avec Obamega Kosso. Ils sont 3 à la tête de l'AES. Nous avons le président Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso. Mais il y a aussi le Niger. Et Tiani, avec Tiani. Abdoulaye Tiani. Abdourahmane, autant pour moi, Abdourahmane, le président Abdourahmane Tiani, mais il y a aussi le Mali. Assimi Goïta. Voilà ces 3 qui sont sacrés.
Et le professeur Théophile Obenga nous disait avec plaisir, en souriant dans sa barbe, quand j'ai vu ça de mes propres yeux, je peux me dire, enfin, je peux mourir tranquille. Je peux mourir tranquille, on voit le bout du tunnel. Donc, ils sont, autant on ne doit pas toucher à Abdoulaye, à Ibrahim Traoré, comme disait Franklin Nyamsi. Ils prononcent le nom d'Abdoulaye, d'Ibrahim Traoré, mais ils sont en train de chercher les 3 têtes là. Ils cherchent, mais en réalité, c'est ce qu'ils cherchent. Les autres sont prêts. Il y a un accord qui dit dès qu'on touche un pays, les deux autres... Voilà, les deux autres s'y viennent. Oui. Alors, mais c'est ce que font les autres. Hein. En Amérique, en Europe, c'est ce qu'ils font. Très bien. Mobilisation générale pour le président Ibrahim Traoré, l'enfant sacré. Papado, donnez-nous-en un aperçu avec cette rencontre du 30 avril donc, à Ouagadougou, donc, où tout le peuple burkinabé est venu comme ça, là, donc, plébisciter, sinon, comment on dit, encourager, soutenir, donner de la voix pour donner de l'énergie à ce président, pas comme les autres. Félicien Adopassi. Camarades, bonjour. Camarades, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Tontenga yinga. Ladnantore. Camarades, je suis là ce matin, mandaté par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous porter un message qui tient en 3 points. C'est d'abord un message de reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement pour vous, patriotes, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici, à la place de la Révolution. Mais à travers vous, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, en cette journée mémorable du 30 avril 2025. Les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Dédougou, partout au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice et debout pour dire oui à la liberté. Voilà, c'était un aperçu de ce grand rassemblement. Donc, quand ça fait comme ça, Roch Nyanga, Obambe Gakoso, est-ce qu'un chef d'État a besoin du soutien de son peuple pour gouverner, pour agir? Un chef d'État, son peuple, ça n'a pas de sens. On est chef d'État parce qu'il y a un peuple. Avant même qu'il y ait un État, c'est parce qu'il y a un peuple. Amusez-vous à jouer en paris sportif, vous gagnez 10 millions, dites, bon, ma vie va changer, je vais construire. Vous êtes maçon? Non, vous avez besoin d'un maçon. Exact. Vous êtes plombier? Non, vous avez besoin d'un plombier. C'est comme le chef d'État, il a besoin de peuple. Le peuple lui donne la température, lui dit comment est le climat, comment les choses évoluent. Vous savez, il fut un temps, chez notre voisin Mobutu, il y avait ce qu'on appelait dialogue Mobutu-peuple. On peut ne pas aimer Mobutu, mais c'était l'occasion pour lui de s'adresser au peuple. Exact. Vous allez plus loin au Venezuela, Hugo Chavez avait une émission à la radio, Allo Presidente. Allo Presidente. Il discutait. Et c'est grâce à toutes ces émissions qu'il a construit des hôpitaux. Je répète,
quand Chavez arrive au pouvoir, il y a des Vénézuéliens qui avaient 50, 70 ans, qui n'avaient jamais vu de médecin. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ça. Allez en Europe, dites à un Français, à un Allemand, des gens qui ont un niveau de vie aisé, mais il existe des pays au monde où on ne voit jamais de médecin. On dit, écoutez, vous me racontez une blague. Vraiment. Et Chavez a fait tout ça, parce qu'il parlait avec le peuple. Un projet qu'on appelle Mission Ardente. Voilà, merci. Mission Ardente, Mission Milagro, Mission... Voilà. Le Robinson, peuple, c'est celui qui donne à un moment donné. Oui, le président sert de boussole, mais le peuple aussi peut dire, monsieur le président, votre boussole n'est pas bonne. Nous en avons une autre ici. Et puis, ça permet d'avancer. Et puis il y a quelque chose pour édifier les uns les autres. Hugo Chavez perd son âme à ce grand homme-là, ce président-là. On avait l'impression qu'il était plus africain que nous autres Africains. Ah, pour information, sa grand-mère était noire. Ah oui. Oui. Et Chavez avait même dit, les Occidentaux me détestent parce que j'ai un gros nez comme les Africains. Ils ont raison, ma grand-mère était noire. Très bien. Il a dit au Mali devant le président ATT. Et Hugo Chavez de dire, et ça se trouve sur les réseaux, regardez sur YouTube, vous verrez ça, il dit comment Kadhafi est attaqué par l'Occident impérialiste, je ne dors même plus. Voilà. Chaque fois, je dois l'appeler pour prendre la température, pour savoir s'il va bien. Pendant ce temps en Afrique, silence total, comme s'il n'y avait pas de problème. Oui. Mais quand on aura fini avec Kadhafi, qui va encore nous protéger demain? Vous avez évoqué là un aspect vraiment très capital, le problème de Chavez. Chavez était la bête noire des Américains. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait de son peuple, sur tous les plans. Il y avait soit des soins de santé gratuits, il y avait l'école gratuite, il y avait à l'école, il y a le goûter, il y a tout ça là, tout était... Les 3 repas. Il y avait le social grâce à la répartition. Bien sûr. Oui, avec l'argent du pétrole. Avec l'argent du pétrole. Ah, très bien. Attends, c'est très important. C'est le temps qui est contre nous, oui. C'est très important. Oui, c'était pas de cet esprit. Et c'est pareil aujourd'hui avec le président Ibrahim Traoré. Grâce au paix qu'il a, avec l'or, il s'occupe de sa population, il devient la bête noire. Oui, exact. Et ce sont ceux qui le combattent, ceux qui parlent souvent au nom du droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est quoi? C'est droit à l'alimentation, droit à l'éducation, droit aux soins de santé. C'est pas le droit de la sécurité. Là, ça peut venir après. Très bien, très bien. En tout cas, mais on reviendra sur ces choses-là dans la deuxième partie de cette émission. Le président Hugo Chavez, pour nous, il est toujours vivant. Pour nous, on a vu les Africains, les morts ne meurent pas. En tout cas, il avait donné sa vie aussi, comme Marien Wade l'avait fait à son époque. Chavez est toujours vivant, la lutte continue. Voilà. Très bien. Chavez est toujours vivant, la lutte continue. Et avec Ibrahim Traoré, inspiré par Thomas Sankara, il dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Chavez aussi avait pour modèle Sankara. On ne le dit pas. Oui. Non, mais il y a lieu... Chavez a utilisé Sankara comme modèle. Bien nous ayons aussi une émission spéciale ici pour revenir sur Hugo Chavez et lui rendre l'hommage qu'il mérite. Oui. Très bien. Alors, Adopassi, rapidement, le temps est contre nous, mais la diaspora africaine, elle était aussi venue à la rencontre de la diaspora africaine, donc les Américains, ceux qui sont venus de loin, sont venus voir ce président, pas comme les autres. Ils ont dit quelque chose. On va avoir aussi un extrait, avant de terminer par un autre extrait, même s'il nous reste très peu de temps. Adopassi. Excellence, vous recevez ce matin une délégation de la diaspora africaine à travers le monde venant des États-Unis, d'Amérique pour l'essentiel, mais aussi d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Australie. Excellence, Monsieur le Président, parmi la délégation, nous avons 3 Burkinabés, 3 de nos compatriotes qui ont accepté donc accompagner nos amis pour venir découvrir notre cher et beau pays, le Burkina Faso. Et ce matin, pour ce face-à-face, nous allons donner la parole à la présidente de l'association, puisqu'ils sont réunis au sein d'une association, African Diaspora Development Institute, ADDI. Mesdames, Messieurs, je vais inviter Dr Arikana Kimbori Kwa. Elle est la présidente de ADDI pour son allocution. Please. Being here in the country of the upright man is a dream come true. To President Traoré, Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, être ici sur la terre du Burkina Faso aujourd'hui est vraiment un rêve qui se réalise. La terre du Thomas Sankara. Et nous voyons en vous la réincarnation du capitaine Thomas Sankara.
Et nous sommes convaincus que vous êtes là, achevez le travail qu'ils ont déjà commencé. Le travail qu'ils ont commencé dans les années 60, quand ils ont formé l'organisation de l'Union africaine pour donner une voix à l'Afrique et pour unir l'Afrique. Voilà, on a donné un aperçu, mais dans la deuxième partie de cette émission, on reviendra sur ça et vous suivrez in extenso cette allocution et puis la réponse même du président charismatique, très charismatique, l'enfant sacré à ne pas toucher, Ibrahim Traoré. Alors ici, Roch Nyanga Obambe Gakoso, vous ne commentez pas parce que vous allez conclure bientôt cette première partie. À Dopassi, il y a eu quand même aussi les Rastamen, c'est Rasta. Ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire où on va toucher à l'intouchable? C'est un sacrilège que de chercher à toucher à Ibrahim Traoré. Félicien Dopassi, donnez-nous la réaction des Rastamen à leur façon. In 2017, that this month must be recognized as the Rastafari month. And that's why we are here in support of Abraham Torres to liberate Mother Africa from the white colonizers. Voilà, vous aurez toute in extenso la chose dans la prochaine émission, la deuxième partie de cette émission. Roch Nyanga Obambe Gakoso, que vos agendas vous le permettent ou pas, vous êtes en mission, vous devez être là pour que nous ayons cette deuxième partie. Et on s'est rendu compte en atterrissant que au lieu comme ils ont raté de toucher Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, eh bien, ça a créé une mobilisation comme pas possible. Kwame Nkrumah, à son époque, disait « l'Afrique doit s'unir ou périr ». Mais voilà que, à quelque chose, malheur est bon, toute l'Afrique, tant de l'intérieur que de l'extérieur, s'est mobilisée pour protéger son président. Oui, comme mot de la fin, c'est ça? Oui, on est à la conclusion. D'accord. Non, il faut que l'Afrique, pour sa survie, doit se mobiliser, protéger ses chefs d'État, mauvais ou pas. On doit d'abord les protéger. Mauvais ou pas, on doit d'abord les protéger. Mauvais ou pas. Ceux qui sont mauvais, on va les redresser pour suivre la bonne ligne. Et de toute façon, le monde change, ils seront bien obligés de changer aussi. De changer aussi. Oui, et puis on sait très bien que c'est le système. C'est pas aux autres de venir décider à notre place. C'est le système qui avait été déjà savamment établi bien avant, dans lequel ils ont été moulés. Et aujourd'hui, pour se défaire de ça aussi, c'est pas trop facile. Mais on va pas continuer avec la série d'attentats où on va finir tous nos chefs d'État. Franklin Boukaka chanter les immortels, on se rappelle très bien. Et dans la deuxième partie de cette émission, on suivra cette chanson-là pour savoir qu'il y a eu trop de dignes fils d'Afrique assassinés et trop c'est trop. Alors, Obambe Gakoso, si vous étiez donné, vous, d'atterrir. Ce que j'aimerais dire en conclusion pour aujourd'hui... Pour la première partie, oui. C'est que quand nous disons que la civilisation égypto-nubienne a régné sur le monde entre 25 à 30 siècles, ce qu'il faut dire, c'est que durant ces 25 à 30 siècles, nous étions attaqués par les voisins, venant d'Asie, de l'Asie actuelle, venant d'Europe, de l'Europe actuelle. C'est-à-dire que ces gens ne dorment pas. Il faut comprendre ça. Pourquoi des pays jeunes, jeunes, indépendants comme l'Inde, avaient mis en place une bombe atomique? Parce qu'ils savaient que quand on est indépendant, vous faites quelque chose de bon, c'est mauvais pour les autres, ils vont venir détruire. Quand vous avez la bombe atomique, personne ne viendra. Personne ne viendra. Donc ce que nous faisons là, il nous faut la bombe atomique sur ce continent-là. Évidemment. Les trois États de l'AES doivent nous créer un immense centre de recherche. Mais comment? Un immense centre de recherche où physiciens, biologistes... On ne manque pas d'uranium. On a tout chez nous. On a tout chez nous. Mais comment? On fait ce centre-là et un jour, Traoré ou pas Traoré, on nous dit voici la bombe. Venez, voilà. On va voir. On va voir qui est garçon. Très bien, on va voir qui est garçon. Vraiment, c'est un bel atterrissage pour cette première partie. Mais à Dopassi, pardon, on sait très bien qu'on a débordé. On ne peut pas atterrir comme ça. Qui sommes-nous? L'enfant sacré, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'élément que vous avez balancé. Balancez-le, que lui-même conclue cette première partie et vous mettrez le générique. Pour les autres, on va le revoir dans la deuxième partie de cette émission. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère
qui se relèvent à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre